Bell Ross, ça claque. On dirait du Deep Purple, du Pearl Jam, du Pink Floyd. Ça peut être Largo Winch aussi, les aventuriers, Black et Mortimer, les espions. En fait, Vincent, qui vient nous présenter sa Bell Ross chronographe BR126 au look très vintage, c'est un start-upper et un aventurier. Il nous dira peut-être si en plus c'est un espion, comme dans Black et Mortimer. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Vincent. Bonjour Xavier. Ça va? Très bien et toi? Écoute, merci de nous avoir écrit. Merci à toi. Chose, de m'avoir sélectionné. Ouais, chose pas coutume, tu nous as écrit sur Instagram. Tout à fait. C'est cool, tu as regardé le fil de Delicious. Exactement. Bon, tu as découvert notre chaîne comme ça. Tout à fait. Bah écoute, c'est super, je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravi d'être là. Tu vas un peu nous raconter ton histoire avec ta Bell Ross. Ouais. Tu peux nous la montrer un petit peu, Bien qu'on sûr. la partage tous ensemble? Tiens, ben voilà. Waouh, super, une vraie montre d'aviateur. Alors tu sais que le programme démarre toujours de la même façon. Si tu devais résumer ta montre, cette montre, comment tu la résumes? En quelques adjectifs, je dirais fiabilité, Ouais. sobriété et histoire. Histoire de l'aviation. Donc tu me dis sobriété, fiabilité, histoire, ça fait 3 adjectifs ça. Mais quand tous les jours tu la mets, qu'est-ce que tu te dis? Elle est belle, elle est, je vais m'envoler avec, aviation, elle m'a jamais trahi parce qu'elle est robuste. Si tu devais vraiment la synthétiser, on verra après si tu as d'autres montres ou pas, et si tu rêves d'un autre modèle, qui est forcément ce dont je te parlerai à la fin. Mais fiabilité, dis-moi si je me trompe, c'est pas l'ADN de Bell Ross. Non, mais ça représente toute. Alors, fiabilité liée à l'histoire de ces montres-là, c'est-à-dire ça représente toute l'histoire de l'aviation post-Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ça représente ce que devait être une montre pour un aviateur à cette époque-là. On est encore dans une aviation qui est très rudimentaire, qui est très brute. Pour moi, ça représente tout ça. Quand je la porte au poignet tous les matins, j'aime bien sentir tous ces éléments autour de la montre, ce contraste fort entre le fond noir et les aiguilles blanches qui me rappelle toute cette histoire à chaque fois que je la regarde. Ça marche. Ok, donc ça veut dire que là c'est plus, c'est émotionnel ça. Tout à fait. D'accord, mais si on revient, si on vient maintenant sur le modèle, bon bah c'est un boîtier qui fait 40-41 mm. 41 mm, acier poli. Ouais. C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Bracelet noir, je la porte aussi très régulièrement avec un bracelet NATO. Ah, pour te la péter un peu Non. comme tout le monde, un bracelet NATO de couleur avec des rayures, etc. Non, c'est un bracelet Bah, NATO. tu pourrais, hein, il y a pas Ouais, de, tout à fait. il y a les goûts et les couleurs. Non, je la monte de temps en temps sur un bracelet NATO quasiment de la couleur de ce cuir-là, justement. donc C'est un en bracelet cuir qui a été fait sur mesure par un ami à moi. D'accord. Et je trouve que ça rend bien. Je le mets pour des occasions un peu moins habillées ou un peu plus sportswear. D'accord. Mais souvent quand je vois des NATO, typiquement là Ouais. dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, mais dès que l'été arrive, on est au mois de juin, hein, on est mi-juin, les submarineurs fleurissent avec des bracelets NATO, tous disent bah oui mais c'est plus confortable l'été à porter, c'est en tissu, tressé, etc. Là tu dis en cuir, donc ça change pas grand chose par rapport à ton bracelet cuir Non, c'est actuel. pour apporter un style différent. J'ai l'impression de porter une nouvelle montre en fait. Ouais, Faut tout te et dire. t'es habillé tout en bleu, donc en fait tu mets le bracelet bleu quoi. Oui, je peux mettre le bracelet Comme un- bleu. comme un Aujourd'hui, gendarme. Aujourd'hui, elle est montée sur le bracelet cuir original, celui qui est livré avec la montre. Mais régulièrement, surtout quand je suis habillé en bleu et pendant la période estivale surtout, je la porte régulièrement avec le bracelet NATO en cuir. D'accord. Là, en la regardant, je vois que le chronographe est enclenché, donc il y a l'aiguille Ouais. des grandes secondes qui tournent. Tout à fait. Tu la portes et tu l'utilises comme ça, ou au contraire, si je l'arrête, je la remets à zéro, tu n'as plus que la petite seconde. Ouais. C'est quoi ton... Les deux. Les deux? Tu t'en fiches un peu? De temps en temps, j'aime voir la trotteuse tourner. Ouais, Ça me rappelle que c'est un mouvement automatique. ouais. Mais régulièrement, non, je laisse l'aiguille sur le 12 et je la porte comme ça. Alors, Je la porte tous les jours, il faut savoir que je la porte tous les jours. l'épaisseur, quand même, elle fait bien 15 mm, pas loin.
Oui, il y a un verre bombé sur le dessus. Ouais, elle est assez épaisse. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Vincent? Alors, je travaille dans la tech. J'ai monté une boîte il y a quelques années qui… La start-up? La start-up, tout à fait. Dans quel domaine? Dans quel domaine? On est dans la tech, donc on a développé une solution pour permettre aux compagnies aériennes d'être connectées à tous ceux qui peuvent revendre leurs billets à un moment donné, un peu partout dans le monde. Ok, ça fait combien de temps que tu as lancé ça? Il y a 2 ans maintenant. Ouais. En France? Non, oui, en France. Au départ, c'était un projet. Je suis rapidement parti aux États-Unis avec. Et maintenant, on a levé un peu d'argent et on est basé en Angleterre, à Londres. Donc tu habites à Londres? Oui, j'habite à Londres. Ouais. Ok. Et tu es vachement bronzé pour un mec qui habite à Londres. Sans mauvaise blague, hein, mais c'est vrai qu'on aime souvent dire que bon, en Angleterre il fait quand même moins beau qu'en France, mais même en France, comment tu fais pour être bronzé comme ça? Alors, j'étais pas à Londres ces derniers temps. Ouais. J'ai profité de prendre un peu de vacances et de passer quelques jours en Corse. Oui. J'ai une passion, j'ai plusieurs passions dans le sport et notamment l'apnée. Oui. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, je suis encore un novice, mais j'ai eu l'occasion de partir sur un stage d'apnée avec Guillaume Néry, qui est champion du monde d'apnée. Le fameux apnéiste, on va dire, qui fait des films là qu'on voit sur YouTube. Hein. J'aimerais bien avoir une audience aussi élevée que celle. Aidez-moi quand même, aidez-nous hein, à liker et à commenter cette émission. Mais c'est vrai que les vidéos de Guillaume Néry, c'est là où on le voit plonger avec une super musique et puis il marche sur l'eau. Ah c'est lui? Bon, oui. Alors moi, tu l'as vu marcher ou pas? Je te rassure, j'ai pas eu l'occasion de le voir marcher sous l'eau. Il faut savoir qu'il descend quand même jusqu'à moins 126 mètres de profondeur en apnée. Sans aucune assistance. Donc il n'est pas tiré par un câble, rien. Il descend à la palme. Il descend à la palme tout seul jusqu'à moins 126 mètres, son record du monde. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir marcher au fond, hein, forcément, puisque je descends pour le moment beaucoup moins profond. Tu descends à combien? 25 mètres à peu près. 25 mètres, d'accord. Moi, pour moi, c'est difficile. Moi, je fais de la plongée sous-marine. Ouais. 25 mètres, c'est déjà bien en bouteille. Hein. C'est déjà une plongée profonde à plus de 20 mètres. En apnée, je ne vois pas comment tu y arrives. Et toi, tu es fit et tout ça, tu en fais depuis pas mal d'années. Tu n'arrives pas à plonger plus loin que 25 mètres? Alors, lui, c'est quoi? C'est le champion du monde, Guillaume Néry? Oui, lui, c'est le champion du monde. Moi, où il faut que je travaille encore, c'est sur la compensation. C'est ma capacité à éviter d'être bloqué par mes oreilles. C'est simplement trouver des nouvelles techniques. Vincent, dans ces plongées, tu appelles ça plongée d'ailleurs quand tu fais de la plongée? C'est de la plongée, oui. Ok. Est-ce que tu la portais ta Belen Ross? Bien sûr que non. Je pense Pourquoi, même pas bien qu'elle sûr soit… que non? Je suis pas sûr qu'elle étanche 100 mètres, mais je suis pas sûr que ce soit un 100 mètres à la Rolex en fait. Je suis pas sûr que je testerai pas d'aller sous l'eau assez profond. Parce que tu te dis, et merde, et si elle n'était pas étanche? Oui, exactement. Exactement. Si elle n'était pas étanche, et je me vois pas descendre avec cette montre-là aussi profond. C'est pas Il y a du tout des lié. montres qui sont faites pour. Il y a des montres professionnelles d'ailleurs. À un moment donné, j'y viendrai, c'est évident. Mais il y a des montres professionnelles qui sont faites pour la plongée. Ouais, mais tu me diras, on en reparlera après, si tu le veux bien, mais ça ne change pas la question de finalement, là le sujet c'est est-ce que tu as confiance dans ce que ta marque, c'est-à-dire là, Belen Ross, cette marque, cette montre, elle te dit elle est étanche à 10 atmosphères, et en fait tu n'as pas confiance. Non, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas révisé. Non, j'ai pas confiance. Pas confiance, mais t'as pas confiance, non pas dans la marque, mais t'as pas envie de tenter le diable. Exactement. Sur le fait qu'elle prenne l'eau. Tout à fait. Ok, tout à je fait. comprends. Alors que j'aurais beaucoup moins d'a priori, j'aurais beaucoup moins de stress sur des montres qui sont éprouvées pour cela. Une Omega plongeuse ou une Rolex Sub par exemple. Une Omega Ploprof là. Ouais. C'est fait. Ouais, d'accord. Ok, mais regarde, tu l'as depuis combien de temps cette montre? Je l'ai depuis 3 ans. 3 ans, tu l'as eu comment? Je l'ai eu pour mon anniversaire. Génial. Pour mes 30 ans, ouais, tout à fait. Et là, t'as quel âge? Et là, j'ai 33 ans. Ah bah ouais, c'est mécanique, 3 ans, 30 ans, 33 ans. Est-ce que tu te souviens quelle était la durée de la garantie? Non. Non, parce que moi je pense que c'est 3 ans. Ouais. Il y a pas mal de marques maintenant qui sont en train d'étendre leur garantie. Tu as Gégère Lecoultre sur certains de leurs modèles qui vont jusqu'à 8 ans.
Donc celle-là, 3 ans, je me dis qu'elle est sous garantie, donc à la limite, elle prendrait l'eau, c'est pas grave. Ouais. Bah écoute, je te rejoins de toute façon là-dessus. Moi, quelques-unes des montres que j'ai qui, théoriquement, conceptuellement, pourraient aller à 100 mètres, à 200 mètres, etc., au-delà du fait de pouvoir y aller. Mais quand je fais de la plongée sous-marine, j'en porte pas. Voilà. Par contre, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de me dire que dans les années, milieu des années 50, quand tous les modèles emblématiques de plongée, Submariner, Seamaster, Blancpain 50 Phantom, etc., sont sortis, eh ben, elles étaient là pour aider les premiers plongeurs autonomes à aller sous l'eau. Oui, puisque je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quand même, c'est assez basique, mais sans montre étanche qui vous permettent de descendre ne serait-ce qu'à 20 mètres, dans les années 50, vous risquiez votre vie, parce qu'en fait, vous n'étiez pas sûr de savoir si vous pouviez combien de temps vous pouviez rester remonter. On a un petit peu préparé cet épisode juste en amont pour essayer un peu de te connaître. Tu parlais de plusieurs passions, on a parlé d'apnée, tu as aussi l'alpinisme. Oui. Quelle relation au temps et avec l'horlogerie tu mets dans l'alpinisme? Parce que c'est quand même, est-ce que c'est pas encore plus dangereux que l'apnée ou la plongée, ça? Je pense que ça se rejoint en termes de dangerosité. Il y a un facteur temps, une gestion du temps qui est cruciale en haute montagne. En très haute montagne, par exemple, au-dessus de 8000 mètres, on parle de zone de mort. T'es déjà allé en plus de 8000 mètres? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu as fait comme... J'ai fait le Kilimandjaro, un peu moins de 6000 mètres. J'ai fait 2 monts... C'est en Tanzanie, hein, Kilimandjaro? Oui, Tanzanie, oui, tout à fait. J'ai fait deux sommets dans les Alpes, dont le Mont Blanc, 4810 mètres, qui est assez facile à faire, qui est bien balisé, etc. Et là, je vais préparer pour 2020 un sommet à autour de 7000 mètres. Tu vois, on monte progressivement vers ce que je voudrais atteindre un jour. Tu finis comment? T'es fatigué? T'es stressé? Ah, il faut savoir, ouais, forcément, puisqu'on n'est pas des peuples qui vont à 5-6 000 mètres d'altitude, hein, comme au Népal par exemple. Quand on est, même si on prend du temps pour s'acclimater, quand on dépasse, par exemple pour le Kilimandjaro, tu démarres à minuit pour faire une ascension de 5000 à 5009, la dernière ascension qui dure 6 heures. C'est 6 heures pour monter 900 mètres? Ouais. C'est très éprouvant physiquement, tu marches très très lentement, il fait très très froid. À côté de ça, tu as ton cœur qui bat la chamade parce que même si tu es très lent... Tu as un rythme cardiaque qui est structurellement plus élevé? Ah oui, on est sur du 100-120 pulsations minutes alors que d'habitude, en marche classique, je suis plus autour des 60-70. Tu prends ton chrono Bell & Ross pour te tester, pour mesurer tes pulsations, ou là, une nouvelle fois, en fait, tu te débines et tu l'emmènes pas? Pareil, j'étais monté avec une vieille Seiko que j'avais à la maison parce que je voulais pas tenter le diable. Ouais. Même si c'est une montre d'aviateur, je l'associe moins à des montres... T'es pas allé en avion quand même sur le Kilimandjaro, tu y allais à pied. Oui, bien sûr. Mais je l'associe moins à des performances qui sont associables à des montres professionnelles. D'accord. La Sub pour la plongée, on peut parler de plein de modèles différents qui pourraient être plus associés à ce type de sport, à ce type d'activité. D'accord. Tu me le diras tout à l'heure, hein, mais réfléchis-y. Est-ce à dire que le fait que celle-ci, on te l'ait offert, c'est ta première belle montre? C'est ma première montre, entre guillemets. Hein. Ouais. Vous le savez, sur Dailicious, moi, mon avis, hein, c'est ce que je défends sur tous les épisodes, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises montres, il n'y a pas de montres qui sont laides, il y a juste que des belles histoires de montres à raconter. Et justement, c'est la séquence souvenir. Alors Vincent, ton premier souvenir horloger, c'est quoi? Mon tout premier souvenir horloger, je dirais que c'est une montre à gousset. La première montre à gousset. Celle qu'on met dans la poche. Celle qu'on met dans la poche. Ma mère avait offert à mon père une montre à gousset. Et tout petit, ça m'avait totalement intrigué. Je ne comprenais pas ce que c'était initialement. Et quand on appuyait et que ça s'ouvrait, qu'on voyait un cadran de montre à gousset, ça quel âge? passionné. Je pense que j'avais entre 5 et 6 ans. Quand mon père avait ça, c'est ton premier souvenir? C'est mon tout premier souvenir. Tu te souviens de la marque? Non, pas du tout. Non. Mon père l'a toujours, ça fait quelques temps qu'il ne l'a pas sorti des cartons, mais il faudrait que je regarde un peu ça de plus près. Ce serait sympa. Ta première montre, tu t'en souviens? Ma toute première montre, pareil, je devais avoir à peu près le même âge. Dès que j'ai su lire l'heure, en fait, c'était... À quel âge? 5-6 ans? Ouais, quelque chose comme ça, c'était une Flic-Flac. Flic-Flac. C'est marrant ça. Bracelet bleu, boîtier bleu, fond jaune, je m'en rappelle. Et j'avais eu cette montre-là vers 5-6 ans et je l'ai perdue. Je m'en rappelle, j'étais très très triste à l'époque.
Je l'ai perdu en allant voir un des premiers matchs de foot que j'allais voir à Nantes. Bah, je vous invite tous, hein, je mettrai le lien dans la vidéo à regarder l'épisode de Petite montre entre amis sur une Nomos tangente Super 30 avec Jérémy qui venait nous présenter cette montre, qui avait manifestement comme toi une flic-flac. Et figure-toi qu'il vient d'être papa et il l'a racheté la même que lui et sa sœur avaient. Ils avaient exactement la même tous les deux et il vient de la racheter pour la donner un jour à sa fille qui est née il y a quelques mois. Okay. C'est super ça, Vincent. C'est pas mal? Ouais, très bien. En fait, flic-flac, combien ça coûte une flic-flac aujourd'hui? À la moindre idée. 40 balles, 50 balles, ouais, comme une Swatch, etc. Écoutez, si vous êtes collectionneur de flic-flac, je ne sais pas si on fera un épisode de Petite montre entre amis, mais en tout cas, ça reste, si c'est votre collection, il n'y a absolument rien à dire. Et c'est votre point de vue et vos sensations qui comptent. Alors tu le sais, j'espère que tu t'en es rendu compte, tu nous as écrit sur Instagram à un moment ou un autre, il y a un quiz léger, etc. pour rigoler et puis pour essayer de partager des infos. Allez, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors Vincent, le quiz, tu sais, il y a deux questions sur la marque, l'horlogerie ou le modèle que tu as. Alors première question, attention, qui a fabriqué les premiers modèles Bell & Ross? Réponse A, Breitling. Réponse B, SIN. Réponse C, IWC. De mémoire, je crois que c'est SIN, qui fait des très belles montres d'aviateurs également. Ouais. T'es sûr? On va pas faire quasiment certain. Jean-Pierre Foucault, mais t'es vraiment sûr? C'est mon dernier mot. Ouais, c'est ça. C'est la bonne réponse. Effectivement, de 92 à 2002, c'est SIN qui a fabriqué ces montres. Et je m'en souviens pour le coup, il y avait vraiment l'arrivée des montres d'aviateurs très typiques avec Bell & Ross by SIN. Effectivement, tu sais qui c'est, Helmut SIN? Non. C'est pour le coup, c'est un pilote de l'armée de la Première Guerre mondiale et qui, en milieu des années 60, dites-moi si je me trompe, a créé les montres SIN qui continuent toujours. Ce sont des montres vraiment d'instruments de bord avec un look très similaire au tien. Pas très éloigné de la mienne aussi, voilà. Tiens, je te la montre si tu veux la regarder. Plaisir. Je l'ai mis spécialement pour toi. Comme ça, tu pourras comparer les deux. C'est les mêmes typos, la même lecture, etc. Elle est encore plus marquée aviateur d'ailleurs. Ouais, mais tu remarqueras quelque chose, c'est qu'elle a le verre saphir avec le traitement anti-reflet. Donc effectivement, tu n'es pas tombé dans le piège Breitling. J'ai failli te poser la question tout à l'heure quand même mais comme tu te l'es fait offert, voilà. Puis Breitling c'est un peu plus cher que Bell & Ross, mais Breitling c'est quand même la référence des montres de pilotes de chasse. Ok, bravo pour cette bonne réponse à cette première question. Merci. Deuxième question, Vincent. Quelle est l'origine du nom Bell & Ross? Une marque présentant une consonance anglo-saxonne. Black et Mortimer s'étaient pris, donc ils ont choisi Bell & Ross. Les diminutifs des créateurs de la marque, un hommage à Graham Bell, l'inventeur du téléphone, et à Diana Ross, la célèbre chanteuse américaine. Alors ça, je le sais pour le coup. Graham Bell et Diana Ross? Tout à fait, non. De mémoire, je crois que les deux fondateurs s'appellent Bruno Bellamy et Cédric Rossillon. Quelque chose comme ça. Carlos Rossillon. Ouais, moi-même j'ai hésité. et donc c'est leur diminutif, Bell et Ross pour Bellamy et Rossillon. Ouais, c'est ça. Donc t'as pas cru à Blake et Mortimer, t'as pas cru à ça aurait pu être anglo-saxon. Même si ça vient, tu sais, les montres d'aviateurs, etc. Une des montres mythiques, c'est IWC Mark 11 qui a été faite pour l'aviation britannique à l'époque. Oui. Et on retrouve tout l'environnement du MI5, donc les espions britanniques, dans les bandes dessinées de Black et Mortimer. Donc en fait, tu aurais pu te faire avoir. Je crois que très honnêtement, effectivement, il y a leur nom à l'intérieur de la marque. Et c'était, je pense, aussi un choix international que d'avoir un nom un petit peu anglo-saxon. Et puis, il faut le souligner, après, on aime ou on n'aime pas Bell & Ross, mais la réalité, c'est que début des années 90, c'est l'explosion, le renouveau des marques horlogères ancestrales, notamment suisses.
et puis la création de nouvelles marques, et ils font un carton. Moi, je pense que c'est un sans faute Bell & Ross depuis 1992, avec leur modèle, et ça te plairait d'ailleurs, leur modèle emblématique BR très carré. Pour le coup, je suis moins ce modèle, le BR01, hein, c'est bien ça. Ouais, très carré, très instrument de bord pour le coup. Trop épaisse pour moi, j'ai un petit poignet, trop large. C'est une montre carrée qui paraît tout de suite beaucoup plus massive sur le poignet. Non, je suis moins fan de ça. J'aime par contre Bell & Ross avec les sperluettes au milieu, je trouve ça très très graphique. C'est bien aussi, ouais, non mais je pense que c'est très vraiment pour une marque qui a, on est en 2019, pour une marque qui a un peu plus de 25 ans, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils font un boulot en termes de marketing qui est vraiment intéressant. Ouais. Après je dis ça, moi je bosse pas avec eux. C'est vraiment ce que je pense avec sincérité. Et je crois que Chanel est rentré en capital il y a quelques années. Oui, c'est ça. Alors pour le coup, c'est Chatelain SA, une filiale de Chanel, qui fabrique maintenant les montres Bell & Ross. Et Chatelain, c'était un joaillier qui travaillait sur les gemmes, sur les pierres précieuses, etc., qui fabrique la Chanel J12. Bon, Chanel, voilà. Est-ce que Chanel est devenu un horloger? Bonne question, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que Chatelain sait faire des montres? Ça, c'est sûr. Et une J12, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même très très réussi. Vincent, on n'en a pas fini. On arrive à la fin de cet épisode. Hein. Je crois que tu as encore quelques minutes à nous consacrer. Ta prochaine montre, c'est laquelle? Je l'ai déjà en tête. Hein. Ça rejoint la plongée notamment. C'est la Submariner Rolex. Ouais. J'aimerais tu veux te montrer quoi. Tu veux plus. J'ai rencontré. J'y crois pas moi à cette histoire de show-off avec Rolex. Enfin, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que ça m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse, enfin, j'espère, parce que là, tout ce que tu nous racontes en termes d'aventure, de plongée, d'alpinisme, j'espère que ton prochain modèle, c'est pas pour avoir une position statutaire. Non. Pourquoi alors la Sub? Non, parce qu'elle représente déjà toute l'histoire de l'Oyster, de la plongée en règle générale. Derrière les Submariners, on peut penser au Comex par exemple. Ouais. Avec leur plongeur qui avait ces montres très… Donc là, c'est la filiation plongée apnée. Ouais. Pas mal, quoi. Alors, qu'est-ce que tu cherches spécifiquement comme Submariner? Moi, mon idéal, j'ai 33 ans, donc ça veut dire que je suis né en 1986. T'en es sûr de ça? À peu près. Ok, ouais. et mon idéal, ce serait trouver une 5513, donc une Rolex Submariner 5513, c'est-à-dire sans date. Sur le cadran de mon année de naissance. Ça serait l'idéal. Ouais, dans cette période-là, tu as la 16800, mais qui a la date. Toi, tu veux une sans date. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de savoir quel jour on est quand tu es au fond de l'eau? Donc ça veut dire que tu vas la mettre en plongeant, celle-là. C'est l'objectif. Donc une sub de 86. Tu sais combien? Tu as une idée du prix sur le marché aujourd'hui? Le marché est devenu tellement dingue ces dernières années sur le vintage que trouver un modèle sub, si je veux boîte et papier, entre 10 et 12 000 euros. Ouais, tu vas être là-dessus quoi. Mais boîte et papier, moi je t'invite, d'ailleurs même sans papier et sans boîte, etc., à quand même l'amener chez un horloger, lui faire un test de toute façon, elle sera révisée, de pressurisation, d'étanchéité, etc. Oui, chez un horloger qui est expert dans ces domaines-là. Tu reparles juste brièvement de ta semaine d'apnée. Guillaume Néry, de mémoire, il est partenaire de Panerai. Oui, tout à fait. Il est vraiment engagé. Il avait sa Panerai, il plonge avec, ou c'est simplement du marketing et du customer face? Non. Pour le coup, il était tous les jours à plonger avec nous. Il plongeait tous les jours avec sa Panerai au poignet. Guillaume Néry plonge avec sa Panerai et Vincent, lui, il plonge pas avec sa Bell & Ross. Là, moi, j'y comprends plus rien. Ça veut dire que Guillaume Néry, il a plus confiance dans sa montre que toi. Mais alors, pourquoi tu ne prends pas une Panerai au lieu d'une Rolex Submariner? Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un gros poignet. Ok. Non, t'as un petit poignet. Ouais, t'as un petit poignet. Non, mais voilà, t'as un petit poignet, mais tu veux une grosse montre. Bon, écoute, c'est pas grave. Attends, tu sais que j'ai une surprise pour toi, Vincent. Est-ce que tu penses que tu es chanceux dans la vie? Plutôt. C'est vrai? Ouais, clairement. Regarde, je suis là avec toi aujourd'hui à parler. Oh, ok. On est jeudi 12 juin. Le samedi 14 juin, il y a une vente aux enchères au Crédit Municipal de Paris, le fameux Matente, où il y a 2 ventes par an de montres. Je t'ai amené le catalogue, Vincent, je le montre à tout le monde. Il y a toujours des Submariners en vente au Crédit Municipal. Mais figure-toi que
Le lot 447, page 120 du catalogue, Vincent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rolex Submariner 5513. C'est ce que tu recherches. On coche toutes les cases, ouais. Numéro de série 93 66 402. Ça me parle pas. Bah ça te parle pas. Tu veux que je te parle alors? Vas-y, dis-moi. Eh ben, c'est un numéro de série de 1986. Sérieusement? Donc, dans 2 jours, il y a une vente au Crédit Municipal d'une Rolex 5513 de ton année de naissance. Elle est affichée entre 3 et 4 000 euros. Ça va pas se jouer à ces prix-là, mais on ne sait jamais. Ça te dit qu'on y aille ensemble? Oui. On va voir, on est 2 jours avant, on va faire Clairement. les vitrines ouvertes, on va voir Guy Cobrin, le spécialiste des montres du Crédit Municipal, et puis on va discuter sur ce modèle. On peut y aller. On peut y aller? Je te suis avec plaisir. Ok, génial. Et ben écoutez, voilà, c'est la fin de cet épisode de Petite Montre entre amis. Merci à tous. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez liker. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouveaux épisodes et des nouveaux contenus, et notamment de l'aventure de Vincent au Crédit Municipal pour savoir s'il a acheté cette Rolex Submariner de son année de naissance. Si vous avez envie de participer et de présenter vos sensations et votre intérêt pour votre montre préférée, eh bien, vous m'écrivez à contact@dailyshoes.fr avec les références de votre montre en objet du mail, un descriptif de pourquoi vous pensez que vous avez une histoire sympa à raconter, quelques photos, et puis si vous êtes retenu, eh bien, vous viendrez comme Vincent dans un bel hôtel à Paris présenter votre montre. Allez, salut, à bientôt. Merci Vincent. Merci Xavier, merci.